est-ce qu'on serait pas là pour se prendre une petite dose de frisson? Les amis, bienvenue pour 3 nouvelles histoires d'horreur sur la chaîne du Joker. Et je suis sûr que vous allez kiffer bien comme il faut. Mais avant ça, comme on a notre habitude, petite question pour faire plus ample connaissance dans les commentaires. Et cette fois, j'aimerais avoir votre avis sur un de mes projets sur la chaîne. C'est vrai que depuis août 2023, je publie chaque semaine une vidéo thread d'horreur pour vous faire kiffer ou flipper, je sais plus trop. Sauf que j'ai pas mal d'ambition sur la chaîne et j'ai pour projet, enfin vous me direz si ça vaut le coup, de créer une sorte de livre, une sorte de BD réunissant quelques threads d'horreur racontés sur la chaîne du Joker. C'est vraiment un projet qui me porte à cœur car ce qu'on vit sur la chaîne c'est très dématérialisé et moi j'aime bien quand les choses sont, on va dire, palpables. Et pour moi créer cette BD animée, un peu à la Squeezie comme il a fait avec Blick, eh bien ça me ferait kiffer. Ce serait un accomplissement dont je serais fier sur la chaîne du Joker. Et je serais heureux à l'idée de savoir que beaucoup d'entre vous ont leur BD du Joker sur leur table de chevet. Une sorte de bible de thread d'horreur si vous préférez. Bref, c'est un projet qui est déjà bien avancé dans ma tête, mais avant de faire le grand saut, j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires si oui ou non ça vous chauffe que je lance une BD animée reprenant des threads d'horreur. Bon, j'en dis pas plus, si vous voulez me poser des questions sur ce projet, n'hésitez pas en tout cas, je compte sur vous. Bon, trêve de banalité, on est parti pour le premier thread d'horreur de cette vidéo. Pour cette première histoire, je vais vous raconter ce qu'a vécu une jeune maman du nom de Mathilde. Mathilde vit avec son mari et ses 2 enfants qui ont respectivement 5 et 7 ans. Et petite précision qui a son importance, ces enfants s'appellent Alexis et Thibaut. Alors Alexis c'est le grand qui a 7 ans et Thibaut celui de 5 ans. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet lorsque Mathilde fait une balade avec son mari accompagné de ses 2 petits garçons. Alors c'est le week-end, il fait beau, il y a du soleil, tout le monde passe une superbe journée jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau d'une brocante. Donc c'est assez festif et pour faire plaisir du coup à leur enfant, Mathilde et son mari vont dire à leurs 2 garçons, Alexis et Thibaut, de choisir un jouet au hasard qui leur ferait plaisir. Alexis lui a repéré un joli camion de pompiers, donc pour lui son choix il est clair, ce sera ça. Quant à Thibaut, lui, il va tomber red dingue d'une peluche en forme de dinosaure. Et c'est ce qu'il va donc choisir. Alors je vous avoue, là on n'est pas du tout sur un thread d'horreur, mais vous allez voir que par la suite, ça va radicalement changer. Alexis et Thibaut donc, sont tous les 2 très contents. Ils vont rentrer chacun avec leur cadeau, donc avec un camion de pompiers ainsi qu'une peluche en forme de dinosaure. Bref, tout va bien, mais attendez un peu. Parce qu'en rentrant, Mathilde va remarquer que ses 2 enfants sont ravis de leur cadeau et jouent avec toute la soirée. Ils passent chacun du temps dans leur chambre avec leurs jouets et c'est à table autour du repas qu'a préparé Mathilde que l'histoire va commencer à prendre une autre tournure. Et alors qu'ils mangent tranquillement à 4 dans la cuisine, Mathilde va leur échanger comme à son habitude avec ses enfants. Et là, Thibaut va immédiatement prendre la parole pour dire qu'il est trop content de son week-end car il s'est fait un nouvel ami et que c'est trop cool. Alors Mathilde, sa mère, elle est un peu surprise et lui demande de qui il s'agit, sachant pertinemment que durant tout le week-end, ils étaient ensemble et c'est un peu bizarre du coup qu'il dise ça. Sauf que Thibaut va leur dire que son nouvel ami s'appelle Rex et que c'est en fait sa peluche en forme de dinosaure. Donc Mathilde, elle rigole, elle sourit car elle est contente que le cadeau qu'elle a offert à son fils lui plaise tout simplement. Et en réalité, c'est souvent ça pour les petits. Leur peluche, c'est comme leur meilleur ami, donc pas de quoi s'inquiéter. La soirée se passe et vient le lendemain matin. Les 2 garçons doivent se rendre à l'école et Thibaut supplie sa mère de prendre sa peluche de dinosaure, Rex, avec lui. Chose que sa mère va évidemment refuser car c'est tout bonnement interdit de prendre ses peluches ou doudou à l'école. Thibaut va alors supplier sa mère de la prendre car il ne veut pas laisser son tout nouveau jouet, son tout nouvel ami, tout seul. Et dans tous les cas, Mathilde elle explique qu'elle ne peut rien faire et qu'il pourra jouer avec sa peluche, avec son meilleur ami, uniquement ce soir quand il rentrera de l'école. Sauf que la journée passe et quand vient le moment d'aller chercher ses 2 garçons à l'école, Mathilde est interpellée par la maîtresse de la classe. Alors maîtresse de Thibaut, je précise. Parce qu'en effet, la maîtresse de Thibaut va demander à Mathilde qui est ce fameux Rex, car Thibaut a fait des crises toute la journée pour justement pouvoir retrouver son meilleur ami qui est resté malheureusement tout seul dans sa chambre. Et Mathilde explique que Rex, c'est sa nouvelle peluche et que Thibaut fait une fixette dessus car il l'aime vraiment beaucoup. La maîtresse est donc rassurée et pour elle, ça la choque pas plus que ça, donc elle laisse tranquille Mathilde et retourne s'occuper des autres enfants. Mais sur la route, pour rentrer de l'école, Mathilde se pose quand même pas mal de questions sur cette peluche dinosaure. Et surtout, pourquoi son fils Thibaut s'est autant attaché à Rex en si peu de temps, ça fait même pas 24 heures. La famille rentre alors à la maison et chacun part jouer dans son coin. Alexis joue avec son camion de pompier, mais aussi avec d'autres jouets dans le salon quand Thibaut, lui, est parti dans sa chambre pour retrouver enfin sa peluche et son meilleur ami Rex. Alors je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts pour la suite, c'est tellement gênant. Mathilde, étant toujours un peu interloquée de la relation qu'a Thibaut avec sa peluche, décide de glisser l'oreille à la porte de la chambre de son fils. Et chose surprenante, c'est qu'elle va entendre chuchoter à l'intérieur de la chambre. Et elle n'entend pas distinctement ce que dit son fils. Elle décide donc d'ouvrir la porte pour savoir ce qui se passe, mais rien. Quand elle rentre dans la chambre, elle peut voir juste son fils faire un câlin à sa peluche dinosaure et c'est tout. Plus un seul bruit de chuchotement. Ça commence à faire de plus en plus bizarre
pour Mathilde qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe autour de cette peluche. Bon, le temps passe quand arrive le moment du bain. Mathilde indique donc à Thibaut que c'est son tour et l'appelle donc pour qu'il vienne. Et comme à son habitude, Thibaut va débarquer, sauf que là il sera avec Rex, sa peluche, entre les bras. Mathilde, la maman, prévient donc Thibaut que la peluche n'ira pas dans la salle de bain, et ça se comprend, sauf que, ordinairement calme, Thibaut se met à hurler dans tous les sens pour prendre Rex dans la salle de bain avec lui. En clair, il veut pas passer une seconde de son temps loin de sa peluche. Et j'avoue, ce qui tourne autour de la peluche commence à être de plus en plus malsain et ça va s'expliquer par la suite. Mathilde hausse le ton et recadre son fils en lui expliquant que c'est pas possible, mais que s'il est sage, après le bain, il pourra retourner jouer avec sa peluche. Et là, Thibaut commence à sangloter en disant qu'il a promis à Rex de l'emmener partout avec lui. Alors c'en est trop pour Mathilde qui n'accepte pas et ne cède pas aux caprices de son fils. Elle lance donc le dinosaure dans la chambre, puis retourne dans la salle de bain pour surveiller son fils qui se lave. Et elle lui indique aussi qu'il pourra le récupérer une fois son bain terminé, et puis c'est tout. Et moi, ça j'aime bien, qu'il y a l'autorité comme ça me plaît. Mais bon, ça va pas s'arrêter là, parce qu'à peine sorti du bain, Thibaut va chercher son dinosaure et s'enferme de nouveau dans sa chambre. Mathilde commence alors vraiment à s'inquiéter, son fils a drastiquement changé depuis l'arrivée de cette peluche dinosaure. Et Mathilde explique que ça va durer plusieurs jours comme ça, où Thibaut, son fils, va faire des crises en allant à l'école, car il sera séparé de son meilleur ami, sa peluche. Sauf qu'un soir, tout va aller beaucoup plus vite, parce qu'après avoir mangé, l'heure du coucher arrive et Mathilde fait la lecture à ses enfants avant de les mettre au coucher. Et Mathilde explique qu'après la lecture, les enfants sont couchés et qu'il est aux alentours de 21h quand elle passe devant la chambre de son fils Thibaut. Et alors qu'elle ne faisait que passer devant, elle est surprise d'entendre de nouveau des chuchotements. Mathilde rentre donc dans la chambre et elle surprend son fils en train de parler à la peluche. Mathilde lui dit qu'il est tard et qu'il doit maintenant dormir. Mathilde referme donc la porte puis retourne à ses occupations. Et Mathilde, après une longue journée, s'installe dans le canapé avec son mari pour une soirée Netflix. Sauf qu'au bout de quelques minutes, Mathilde et son mari vont être surpris d'entendre un bruit bizarre dans les escaliers. Ils vont alors se retourner vers les escaliers et apercevoir Thibaut qui se dirige vers la porte d'entrée. Mathilde et son mari se lèvent et vont en sa direction pour lui demander ce qui ne va pas et surtout pourquoi il quitte son lit à cette heure si tardive. Et là, Thibaut va dire un truc qui va glacer le sang de ses parents. Il va dire « Je reviens, je vais juste voir Rex, il m'attend devant la maison pour me dire bonne nuit. » Alors ouais, truc trop bizarre, je sais. Et Mathilde et son mari sont tellement choqués par ça qu'ils restent figés 2-3 secondes, le temps de comprendre et d'assimiler un petit peu ce qui vient de se passer, ce qui vient de se dire. Le mari de Mathilde va alors ouvrir la porte et regarder dehors ce qui se passe ou s'il y a quelqu'un. Et Thibaut va leur dire « je le vois, c'est Rex là-bas, il faut que j'aille le voir. » Et vision horrible pour Mathilde qui voit au loin une voiture, phare allumé, avec une silhouette à l'intérieur. Le mari de Mathilde court en direction de la voiture, mais celle-ci étant assez loin, a largement le temps de démarrer et de partir. Mathilde et son mari sont choqués et ne réalisent même pas ce qui se passe. Ils demandent alors évidemment des explications à leur fils, surtout pour savoir comment il savait qu'une voiture l'attendait devant. Et encore une fois, Thibaut va répondre que c'est son meilleur ami Rex, la peluche, qui lui a dit. Mathilde va alors saisir la peluche et elle va leur faire une atroce découverte sur celle-ci. En fait, elle découvre qu'au niveau de la bouche de la peluche, elle peut voir un système ressemblant étrangement à une sorte de micro. Et c'est alors que Thibaut explique que Rex lui parle quand ils sont dans la chambre et qu'ils discutent tous les soirs en rentrant de l'école. Et vous l'aurez compris, il n'y a rien de plus flippant pour Mathilde et son mari d'apprendre que la peluche de leur fils, en fait, c'est un nounours un peu trafiqué par quelqu'un dans le but d'entrer en contact avec leur enfant. Et Thibaut donc ne parlait donc pas tout seul, mais bien à quelqu'un à travers cette peluche dinosaure. Histoire donc terrifiante pour les parents qui va donc s'arrêter là. Mais je pense que si vous avez des enfants comme moi, vous allez tous vérifier un par un les jouets de votre enfant. Et je vous rassure, en lisant l'histoire, je l'ai fait aussi. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, alors pour cette seconde histoire, je préfère vous prévenir. J'ai déjà entendu sur YouTube, donc il se peut que vous aussi, vous la connaissez déjà. Enfin, vous me direz. Alors, on va pour cette histoire suivre Alice, une jeune fille de 14 ans qui vit en Pennsylvanie. Alors pour ceux qui savent pas et qui sont nuls en géographie, c'est aux alentours de Philadelphie, aux USA. À l'époque, Alice explique que son oncle et sa tante lui demandent régulièrement de garder ses 3 petits cousins pour sortir de leur côté. Et ça, Alice, ça lui plaît car elle peut passer du temps avec ses cousins tout en se faisant un petit peu d'argent de poche. Et cette fois-ci, Alice explique que son oncle et sa tante doivent se rendre à un mariage et qu'ils aimeraient bien qu'Alice garde ses 3 cousins le temps d'une petite soirée. Et Alice, comme à son habitude, est ravie de pouvoir garder ses cousins. Elles seront donc à la maison de son oncle et de sa tante et Alice nous la décrit comme une grande maison, typique un peu des États-Unis, en plein milieu de la campagne. Et pour faire clair, la route la plus proche
est à presque 1 km. Alice, quand elle arrive, elle reçoit les consignes de son oncle et de sa tante et lui indique aussi leur numéro de téléphone sur un papier en cas d'urgence posé sur le meuble du salon. D'ailleurs, Alice a pour consigne de mettre au lit son tout jeune cousin de 4 ans à 20h ce soir et que ses autres cousins de 7 et 9 ans, elle peut jouer un peu avec, mais à 21h, c'est au lit. Il est donc 20h, le petit cousin de 4 ans s'endort dans son lit et c'est donc tout naturellement qu'Alice rejoint ses 2 autres cousins à l'étage pour jouer. Alice précise que depuis l'étage, il y a une sorte de parcelle avec une longue baie vitrée qui lui permet d'avoir une vision sur tout l'extérieur de la maison. Donc elle voit les champs et elle voit notamment un chemin qui permet de rejoindre le garage de la maison, là où son oncle et sa tante ont l'habitude d'aller. Mais aussi, elle peut voir derrière la maison, qui est un grand espace où les enfants, quand il fait beau, vont jouer. Alice et ses cousins jouent ensemble et tout se passe bien. Il est passé 21h quand Alice dit à ses cousins qu'il est grand temps d'aller dormir. Donc après avoir couché ses petits cousins, elle retourne au niveau de la pièce, à l'étage, là où ils ont joué pour ranger un petit peu tout le bordel qu'ils ont fait. Elle range tranquillement à l'étage quand, lorsqu'elle passe devant la baie vitrée, elle voit quelque chose dehors qui attire son attention. Et à ce moment-là, elle est surprise de voir les phares d'une voiture sur le chemin, et donc qui se dirige vers la maison tout naturellement. Et dans un premier temps, Alice trouve ça bizarre que son oncle et sa tante rentrent aussi vite, mais elle se dit qu'ils ont dû oublier quelque chose, car rentrer au bout de 2 heures d'un mariage, c'est très peu commun. Alice regarde tout de même attentivement et remarque en fait que ça n'a pas l'air d'être les mêmes phares de la voiture que d'habitude. Mais ça, encore une fois, elle dit qu'elle ne pouvait pas en être sûre, car elle ne connaît pas par cœur les phares de la voiture de son oncle et de sa tante. Du coup, elle continue d'observer la voiture qui, en approchant la maison, ralentit. La voiture ralentit et se dirige tout doucement, non pas vers le garage, mais vers le derrière de la maison, là où d'habitude les enfants jouent. C'est donc le détail de trop pour Alice qui comprend que quelque chose ne va pas. Alice se précipite de fermer les portes de la chambre de ses cousins pour les mettre entre guillemets en sécurité, puis se dirige vers son téléphone portable. Alice explique qu'à ce moment-là, elle préfère rester à l'étage plutôt que de descendre pour ne pas être vue par une des fenêtres du rez-de-chaussée. Alice explique qu'elle a fermé toutes les portes et fenêtres lorsque son oncle et sa tante sont partis, donc vaut mieux pour elle qu'elle reste à l'étage. Alice compose donc le 911 et entend un opérateur au téléphone. Alice est paniquée, mais essaye tant bien que mal d'expliquer la situation comme elle peut. Sauf qu'au moment où elle explique qu'il y a une voiture qu'elle ne reconnaît pas garée devant chez elle, devant chez son oncle et sa tante, elle entend plusieurs bruits au niveau de la porte du garage. Et l'opératrice en ligne comprend qu'il faut agir vite et indique qu'une patrouille est en direction de la maison de son oncle et de sa tante et que tout va bien se passer. L'opératrice demande également si elle peut lui donner le numéro de téléphone de son oncle et de sa tante pour les prévenir de rentrer au plus vite. Et Alice, elle connaît pas le numéro de son oncle et de sa tante par cœur. Par contre, elle sait que ce numéro, il est sur le meuble du salon. Sauf qu'évidemment, elle a peur d'aller dans le salon. Elle a pas envie d'être vue, comme on l'a dit tout à l'heure, par les personnes qui conduisaient la voiture. Alice prend donc son courage à 2 mains et attrape le papier où est écrit le numéro de téléphone, puis se retourne tout de suite pour remonter à l'étage. Sauf que remontant à l'étage, elle va tomber presque nez à nez avec un homme à la fenêtre. Un homme qu'elle ne connaît pas et qui n'est absolument pas son oncle. Cet homme va leur dire que c'est Monsieur Jim et qu'il ne lui veut aucun mal. Lui, Monsieur Jim, il veut juste rentrer pour attendre patiemment son oncle le temps qu'il rentre. Alice indique à cet homme qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils vont arriver d'une minute à l'autre. Et après avoir dit ça, Alice sprinte à l'étage pour se mettre hors de la vue de cet homme. Lorsqu'elle va monter les escaliers, elle va tout de même entendre cet homme, Monsieur Jim, tambouriner un petit peu sur la fenêtre de longues secondes avant de s'arrêter et de repartir. Alors Alice, à ce moment-là, elle ne sait ni pourquoi, ni comment l'homme est venu chez son oncle et sa tante. Et elle ne sait pas non plus pourquoi il n'a finalement pas cassé la fenêtre ou même la porte d'entrée, mais vous inquiétez pas, vous allez le savoir tout de suite. Après quelques minutes de silence à l'étage, Alice va entendre un bruit de moteur, c'est effectivement la voiture de ce Monsieur Jim, qui va démarrer et partir en direction opposée de la maison de son oncle et de sa tante. Et Alice, vous savez, elle est terrorisée, et elle va rester plusieurs minutes avec l'opératrice au téléphone. Et la police, son oncle et sa tante vont arriver presque en même temps et tout va devenir plus clair pour Alice. En fait, ce Monsieur Jim est l'ancien dealer de l'oncle d'Alice. Et l'oncle d'Alice avait en fait des dettes avec ce Monsieur Jim et celui-ci venait tout bonnement pour récupérer tout l'argent qu'on lui devait. L'histoire ne s'est donc pas très bien finie pour l'oncle d'Alice qui a reçu évidemment un savon de la part de sa femme et en effet ces problèmes de dette n'auraient jamais dû avoir des conséquences sur la pauvre Alice, leur filleule, leur neveu qui venait faire du babysitting. Et l'oncle d'Alice s'est aussi pris une gueulante par la part des parents d'Alice qui n'autoriseront plus jamais à aller faire du babysitting chez eux parce que c'est trop dangereux. Et je pense que même Alice n'a plus envie de vivre une situation pareille. Et puis enfin, la police en a profité pour prendre un maximum d'informations pour arrêter, on l'espère, plus tard ce Monsieur Jim pour trafic de stupéfiants. Bref, histoire pas mal et comme je l'ai dit, je l'avais déjà entendu sur une autre chaîne, donc possible que vous la connaissiez déjà. Mais bon, je la trouvais quand même bien, donc je voulais absolument vous la raconter. Sur ce, on part sur une 3e et dernière histoire.
Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la troisième histoire maintenant? Et préparez-vous car celle-ci, elle décoiffe. Alors oui, j'utilise une expression des années 90, et alors, ça va peut-être rappeler de bons souvenirs à certains. Et pour cette histoire, on va suivre Maeva, une jeune femme de 26 ans, et Maeva explique qu'elle est française, elle vit en France, et se sent plutôt mal depuis quelques temps. Et en effet, Maeva était en couple avec son copain depuis 3 ans, mais brusquement, sa relation s'est stoppée net. Maeva explique que la routine dans leur couple a eu raison de leur relation, et que du coup, à contre-cœur, ils se sont séparés. Et ça la rend triste. Surtout qu'ensemble, avec son ex-petit copain, ils faisaient pas mal de choses ensemble. Et que maintenant, tout ça c'est un peu terminé. Et parmi toutes les choses qu'ils faisaient ensemble, Maeva explique qu'ils couraient chaque dimanche matin ensemble. L'occasion pour eux de garder la forme et de se soutenir. Et pour ceux qui n'aiment pas trop courir, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Alors malgré la séparation, Maeva décide tout de même de continuer à garder cette bonne habitude le dimanche matin de faire un footing. Donc chaque dimanche, elle va donc sur le chemin, le long d'un canal pour courir. On est donc dimanche quand l'histoire va prendre une toute autre tournure. Maeva explique qu'il fait assez chaud quand l'histoire se déroule et donc du coup elle explique qu'elle a mis une sorte de débardeur, une sorte de brassière pour ne pas étouffer sous la chaleur. Et là on est parti, la course commence pour Maeva. Ça fait maintenant environ une vingtaine de minutes que Maeva court et contrairement à d'habitude, ce dimanche matin, elle n'a croisé pour l'instant personne. Et c'est vrai, Maeva explique qu'il fait vraiment chaud et elle comprend que personne n'a voulu en fait finalement sortir, que ce soit pour promener ou pour faire un footing. Et après tout, tant mieux pour Maeva, elle est très contente de courir à son aise, sans personne. Et pourtant, au même moment où elle se dit qu'elle n'a croisé personne jusque-là, elle voit un vélo au loin arriver vers elle. C'est un homme qui est sur le vélo, et le vélo arrive à la hauteur de Maeva lorsque celui-ci ralentit et observe avec insistance Maeva. Maeva est alors gênée, elle est en brassière comme j'ai dit, donc une partie de son corps est découverte et elle n'apprécie pas du tout ce regard presque obsédé de cette personne. Maeva, instinctivement, augmente sa cadence pour s'éloigner du vélo qui va de toute façon dans l'autre sens. Et Maeva, elle se dit que ce genre de choses n'arrivait jamais quand elle était avec son ex-petite amie et que du coup, elle se sent un peu moins en sécurité avec ce genre de truc. Et moi, je suis pas une femme, mais je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que ça se comprend ce qu'elle est en train de vivre. Maeva se retourne et elle est contente de voir que l'homme continue en direction opposée d'où elle va et ça, c'est tant mieux. Sauf que ça fait maintenant 30 minutes qu'elle court et c'est donc naturellement qu'elle fait demi-tour pour rentrer chez elle. Ça fera 1 heure de footing au total pour un dimanche. C'est déjà très bien. Maeva court en direction opposée pour rentrer chez elle lorsqu'au bout de quelques minutes, elle voit un vélo posé sur le bas-côté. Et ce vélo, elle le reconnaît immédiatement car c'est avec celui-ci que l'homme, qui l'a relooké du haut en bas, roulait. Elle passe donc à côté du vélo qui se tient là, debout, avec une béquille. Maeva explique qu'elle a un peu peur à ce moment-là, mais qu'au bout de plusieurs mètres après avoir dépassé le vélo, elle a un léger sourire. En fait, elle se moque d'elle-même en train de flipper pour un simple vélo. Sauf que vous allez voir, ça va quand même très mal tourner pour Maeva par la suite. Et alors qu'elle va décider de jeter un dernier coup d'œil par derrière en direction du vélo pour voir si tout est safe, elle va pousser un énorme cri. Alors pourquoi? Parce qu'elle va voir ce même homme sortir du bas-côté de la route, du bas-côté du chemin pour l'attraper. L'homme va alors mettre sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier et il va alors la tirer vers le côté de la route, là où il y a beaucoup d'herbes hautes. Et là, le pire se passe pour Maeva. Elle sent que cet homme a une sorte de pulsion, vous imaginez bien laquelle, incontrôlable et qu'il est prêt à tout pour y arriver. Maeva se débat, mais c'est compliqué pour elle. S'ensuit plusieurs secondes, plusieurs minutes. Alors vous comprendrez que Maeva, à ce moment-là, elle a plus trop la notion du temps. Mais à force de se débattre, Maeva sent que c'en est un peu fini pour elle. Son corps lâche, elle ferme ses yeux et se résigne à ce que le pire scénario se produise. Sauf qu'au moment où elle abandonne, elle peut entendre un homme hurler sur son agresseur. Et cette voix, elle la reconnaît bien car c'est celle de son ex-petit copain. Maeva voit son ex-petit copain attraper l'homme et le ruer de coups. Et vous pensez que l'ex-petit copain va aller voir Maeva pour lui demander si tout va bien, mais en fait pas du tout. Son ex-petit copain, dans sa tête, il est persuadé que l'homme qui était sur son vélo du coup, l'agresseur de Maeva, est en fait le nouveau petit ami de Maeva et qu'ils couchent ensemble sur le côté. Et l'ex-petit copain de Maeva, lui, il faisait aussi son footing un peu comme il faisait avec Maeva. Il était sur la route, il a vu ça, il est donc furax et en fait il a démoli l'agresseur car il supportait pas voir Maeva et un autre homme que lui du coup couchaient ensemble. Et Maeva, même s'il est toujours choqué de ce qui vient de se passer, crie après son ex-petite amie pour lui dire qu'elle s'est fait agresser et qu'elle ne connaît pas du tout cet homme. Et c'est alors que son ex-petite amie change donc d'attitude et comprend qu'en fait la situation est bien plus grave que ce qu'il n'y paraît. L'ex-petite amie va alors maîtriser l'agresseur de Maeva pendant que celle-ci va prévenir la police. Et la suite est tout aussi intéressante. Car on a souvent l'habitude sur la chaîne du Joker d'apprendre qu'un homme est en fait recherché par la police et qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. Sauf qu'en fait pas du tout. Les policiers expliquent que cet homme n'avait en fait aucun antécédent judiciaire et qu'il n'avait
pas du tout le profil de l'agresseur sexuel. Et l'agresseur en question dirait également à la police qu'une fois avoir vu Maeva en brassière, pendant qu'elle était en train de courir, il ne se souvient plus de rien à part de cette extrême envie envers Maeva. Comme quoi, on peut tous vriller n'importe quand. En tout cas, c'est ce que je vais retenir de cette histoire. Et c'est du coup la fin de cette histoire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, c'était un plaisir de raconter les 3 histoires. Je trouve ça un peu des masterclass, comme j'aime dire. Elles sont toutes intéressantes. La mécanique est toujours top. En tout cas, si vous avez aimé, petit like si ça vous dérange pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bisous.